Génie Climatique Magazine vous présente On réinvente l'eau chaude, le podcast des installateurs. Suivez les dernières actualités et l'évolution réglementaire du secteur dans notre magazine, sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à partir de 33 € sur génieclimatique.fr. Et bonjour, bienvenue sur On réinvente l'eau chaude. Alors qui dit nouvelle année dit nouveau rendez-vous avec Génie Climatique Magazine, le podcast On réinvente l'eau chaude. Eh bien c'est désormais à chaque sortie de magazine, on vous propose de vous plonger encore plus dans le focus en réunissant autour de la table des acteurs du CVC pour échanger sans complexe, sans filtre, pour une fois c'est pas mal, des sujets d'actualité. Et aujourd'hui, pour faire écho à cette nouvelle aide MaPrimeRénov', on parle de pompe à chaleur géothermique. 2020 sera-t-elle l'année de la résurrection de cette technologie? Et pour en parler avec nous autour de la table, Christian Luttmann. C'est Christophe. Christophe Luttmann, Monsieur Forage de Weisshaupt, le multi-énergie Weisshaupt, Jean-Louis Bersaïtz, président de Le Maçon, spécialiste français de la PAC géothermie, et Jean-Loup Lacroix. Attention, il ne faut pas mélanger. Vous êtes PDG de Stratégéo, c'est un bureau d'études hydrogéologiques. Vous êtes basé, je crois, en région parisienne, c'est ça, Jean-Loup. Alors, ma première question sera pour vous, Jean-Louis Bersaïtz. J'en parlais en introduction, la PAC géothermique a tiré le gros lot avec MaPrimeRénov', étant l'équipement le plus aidé par le gouvernement, en tout cas, vu le tableau qui a été donné, jusqu'à 8 000 € pour les ménages à revenus très modestes. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les industriels comme vous, comme Le Maçon, Jean-Louis. Alors, c'est à la fois une bonne nouvelle, puisqu'effectivement, on va penser à aider davantage les gens qui ont, on va dire, moins de moyens. Mais on tempère, parce qu'en fait, aujourd'hui, dans le changement énergétique, c'est aussi beaucoup de ménages relativement aisés, et pour qui la consommation énergétique est relativement importante, et où la géothermie peut apporter quand même un effet de levier très important. Puisque je le rappelle, de manière très simple et synthétique, lorsqu'on installe un système géothermique, donc la pompe à chaleur et son capteur d'énergie qui prend l'énergie dans la terre, on a entre 75 et 80% d'énergie gratuite à vie, puisque le capteur géothermique est un capteur qui va être, mon collègue en parlera peut-être plus en détail, mais qui va être extrêmement pérenne dans le temps. Et ça, les sondes jusqu'à 50 ans, une durée de vie incroyable. Mais sondes, capteurs horizontaux, forages d'eau, lorsqu'ils sont bien faits, on a tous des forages d'eau de nos grands-parents, même des arrière-grands-parents qui sont toujours là. Et donc, en fait, on travaille avec la Terre. La Terre est quelque chose d'extrêmement fiable dans le temps. Et on sait maintenant les processus de régénération, on les connaît bien, on les maîtrise. Et donc, ça veut dire l'investisseur, le client final qui va tirer parti de ce moyen de chauffage extraordinaire, va avoir 75 à 80% d'énergie gratuite. Je répète, il faut bien dire ces chiffres-là, parce que c'est ce qu'on vérifie tous les jours avec mes collègues, avec des compteurs d'énergie qu'on met sur les machines. Et donc, je dirais que oui, c'est bien d'aider ceux qui en ont besoin, et c'est très très bien, mais il faut aussi continuer à encourager cette filière avec d'autres moyens aussi. Alors on va peut-être pouvoir comme quoi, peut-être la formation, parce que souvent on en parle. Oui, d'accord, c'est bien de donner une prime pour que les gens aillent acheter une PAC géothermique en remplacement d'une vieille chaudière fuel ou gaz hors condensation. Mais est-ce qu'on manque pas de foreurs en France, Christophe Luttmann? Est-ce que c'est pas là, finalement, où l'État devrait un petit peu nous aider? Alors c'est sûr qu'il y a une disparité très forte, on va dire, de l'implantation des entreprises de forage géothermique sur le territoire. Certains secteurs sont mieux desservis que d'autres. On gagnerait à voir de nouveaux foreurs arriver pour intensifier. Quels secteurs sont mieux desservis ? Vous avez la Bretagne qui est très bien desservie, vous avez la région du Rhône-Alpes également. L'Île-de-France, bizarrement, vous voyez, manque de foreurs, que ce soit en nappe ou en sonde géothermique. Après, pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment par Jean-Louis, je pense que le message le plus important à diffuser aujourd'hui, c'est que tous les sous-sols sont forables et tous les sous-sols sont géothermiquement exploitables. D'accord, donc on peut mettre une pompe à chaleur géothermique partout. Certains sous-sols sont plus propices que d'autres, et les technologies qu'on va mettre en application vont différer selon le type et le contexte géologique, mais en théorie, il n'y a pas de limite à la bonne volonté. On peut rencontrer des contraintes de place, administratives ou autres,
mais on va dire que la très très grosse majorité du territoire est géothermisable. Et est-ce qu'il n'y a quand même pas une différence entre rural et urbain ? Parce que le territoire urbain bouge beaucoup. Par exemple, à Paris, le métro, les souterrains sont peut-être un petit peu plus en mouvement qu'en campagne. Peut-être que Jean-Loup Lacroix, vous, avec votre regard d'expert en bureau d'études, vous pouvez peut-être répondre à cette question. Alors, on va dire que par projet, il y a sa géothermie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décliner les mêmes types de géothermie pour tout type de projet. En effet, sur Paris, il y a des gros projets qui sortent autour de la métropole du Grand Paris, de la construction de ce métro, ce qui fait des gros projets de ZAC, plusieurs mégawatts de géothermie. Mais en région rurale, on va retrouver des petits projets de géothermie pour des médiathèques, des écoles. Donc on va opter sur 2 types de géothermie, la sonde verticale qui est vraiment adaptable à tout gabarit de projet, c'est-à-dire grosso modo, en dessous de 5000 m², on pourrait faire de la géothermie rentable et très performante, sans même se poser la question d'un coût global, etc. Là où on a besoin de travailler, ça va être sur regarder à échelle 10, 20, 30 ans, ce qui peut faire en France. Ça commence à arriver dans les mœurs de commencer à regarder combien on va consommer, parce que ce qu'il faut savoir, sur la durée de vie d'un bâtiment, de l'état de construction, des études de la construction jusqu'à l'exploitation, sur 50 ans, la partie maintenance-exploitation représente 70% du coût global de vie du bâtiment. C'est énorme. Et donc c'est là-dessus qu'il faut travailler et sensibiliser les gens, parce que souvent on essaie de construire au moins cher sans forcément regarder ce qui va se passer derrière. Et du coup, quand on installe un équipement géothermique, est-ce qu'on arrive à compenser ce coût de maintenance ? Alors oui, c'est-à-dire que sur les projets, en France, on est pas mal aidé sur la partie collectif tertiaire par l'ADEME grâce au fonds chaleur, qui va être redopé sur 2020 pour favoriser cette énergie. Le CTE, on l'a évoqué sur la partie individuelle. Et sur les projets, on arrive, après il faut bien dimensionner les choses, mais on arrive à avoir des temps de retour aux alentours de 10 ans, un peu moins, un peu plus. Nous, sur des complexes aquatiques, par exemple, qui sont très énergivores, on parle de plusieurs gigawattheures d'énergie pour alimenter les bassins en chauffage, on est sur des temps de retour inférieurs à 8 ans, parce qu'on a une grosse part d'énergie qui est délivrée via le sous-sol avec des coefficients de performance très élevés. Mais alors là, vous nous parlez de gros projets. On est vraiment dans du tertiaire, vous le disiez, du collectif. Est-ce que, ce n'est pas là où la pompe à chaleur géothermique a le plus d'intérêt ? Est-ce que chez le particulier, les petites puissances, finalement, elle a de quoi rivaliser par rapport à d'autres équipements qui ont pas mal la cote, il faut le dire aussi en ce moment. Christophe Luitmann. Alors, comme dit, ça va dépendre de la typologie du projet et de son implantation, parce qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération. Déjà, il y a un sujet qu'on n'a pas encore évoqué et qui est primordial pour la performance du système, c'est les émetteurs qui vont être installés dans le bâtiment. Quand on fait un projet neuf et qu'on part d'une feuille blanche, c'est plus facile d'intégrer une géothermie, même si en rénovation, elle s'y prête très bien. Quand on a la chance d'avoir des émetteurs qui travaillent sur des régimes de température bas, type plancher chauffant chez le particulier, on arrive vraiment à des niveaux de performance qui sont très intéressants et qui permettent de concurrencer d'autres énergies. Ça permet également de travailler sur la réversibilité du système. Comme vous le savez, la géothermie sur sonde, horizontale, en corbeille ou aquifère permet de travailler sur une réversibilité et donc de travailler en géocooling pour du rafraîchissement passif, avoir un confort d'été, un delta de 2-3 degrés. Qui est très important de plus en plus en France. Ouais. Pour des coûts qui sont moindres, absolument, parce qu'on parle de plus en plus des îlots de chaleur urbains en période estivale. La géothermie de surface est justement un très bon levier pour contrer ces îlots de chaleur, puisque les aérothermes ne participent pas à la montée en température des milieux urbains. On peut également faire du rafraîchissement actif, moins présent chez le particulier, mais très dynamique pour les projets tertiaires. Du coup, je reviens à votre question de base. Est-ce que la géothermie peut concurrencer les énergies actuelles ? C'est une question de retour sur investissement. On fait de la géothermie, pas de la magie. Concurrencer le gaz sur 3 ans, c'est très compliqué. Voilà. Oui, mais je peux me permettre de rajouter... pour le particulier, nous, ça fait plus de 40 ans qu'on installe des machines chez le particulier, puisqu'avant il y avait peu de tertiaires, aujourd'hui il y en a beaucoup plus et on a vu tous les avantages que ça procure. Ou alors des grosses demeures, des châteaux, des choses comme ça, on fait ça très souvent. Donc là, effectivement, le retour sur investissement est très rapide. Et même, on est parfois en dessous de 5 ans, lorsqu'on est sur des bâtiments très énergivores qui sont au propane ou au fioul.
Mais pour le particulier, il faut bien se projeter, je l'ai dit tout à l'heure, avec un taux de retour, d'économie, d'énergie gratuite qui est très important. Y compris avec des installations sur radiateur. Donc on n'est pas obligé d'avoir... Alors, le plancher chauffant donnera des performances plus intéressantes, mais avec du radiateur, on est quand même sur des performances entre 70 et 75% d'énergie gratuite aujourd'hui. Okay. D'ailleurs, je me permets juste d'ajouter qu'en rénovation, très rarement on retouche la partie émetteur. Absolument. On travaille sur les radiateurs existants et on arrive, comme dit, à des niveaux de performance qui sont très bons. Et donc, ça veut dire aussi que le particulier peut tirer bénéfice. Alors, évidemment, son premier investissement, notamment sur la partie capteur, puisque les solutions concurrentes auront aussi un générateur qui sera peu ou prou à peu près au même prix. Donc, c'est le capteur. Mais le capteur, il est improprement mis dans le budget chauffage. En fait, ce qu'il faut bien faire comprendre au client final, c'est que cet investissement, il ne le fait qu'une fois dans sa vie, je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il est à rapprocher d'un investissement qu'il ferait sur sa maison. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la valeur immobilière de la maison, on le voit avec les notaires et les agents immobiliers, il y a une cote supplémentaire. Quand vous avez une PAC géothermique. Absolument, absolument. On le voit tous les jours, nous, avec nos clients. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est quand même dans un moment un petit peu béni, parce qu'en fait, le client final va investir dans la géothermie, en fait, et la plupart du temps, il a 10 à 15% de sa valeur patrimoniale qui vient se rajouter. Ce qui fait que ça ne lui coûte finalement rien, et il a les économies tout de suite. Alors j'ai l'impression qu'il faut convaincre le client final, forcément, parce que on n'est pas encore en phase d'évangélisation de cette technologie, mais il y a aussi peut-être l'installateur, à convaincre. Oui, c'est sûr, il faut les convaincre. Après, on ne peut pas forcer quelqu'un qui n'a pas envie d'écouter. Mais la pérennité que vous avez évoquée avant est un des leviers principaux qu'il faut mettre en avant parce que on travaille sur des assurances décennales, c'est une obligation en France, mais les sondes géothermiques sont plus garanties 30 ans mais jusqu'à 50 ans. Le polyéthylène, qui est donc la matière première de la sonde géothermique, a une durée de vie supérieure à celle de 100 ans. Il y a des brevets qui sont déposés. La sonde géothermique est cimentée, c'est un ouvrage qui fait partie intégrante du foncier du bâtiment et donc valorisable à la revente. On peut donc considérer qu'une sonde géothermique, c'est un approvisionnement énergétique à vie sous le bâtiment, si ça a été fait dans le cadre d'un projet neuf ou autour en rénovation. Mais on est vraiment sur une approche sécuritaire et pérenne, quoi. Parlons un petit peu chiffres. Vous me disiez avant qu'on allume les micros que la FPG, l'association française des professionnels de la géothermie, avait fait, on va dire, son bilan annuel, une étude de marché. Où ça en est, la pompe à chaleur géothermique en France en 2019 ? Je crois savoir que le marché a cessé d'être en baisse ces dernières années. Il n'empêche, il stagne beaucoup et il stagne quand même très, très bas par rapport à d'autres technologies thermodynamiques. Tout à fait. Alors, moi, j'ai les chiffres 2018. 2019, c'est pas encore à jour. Ah, bon, ça va venir, ça va venir. Grosso modo, depuis maintenant 3-4 ans, on est autour de 3000 pompes à chaleur géothermiques vendues en France par an, sur la partie petite puissance, donc de 2 à 50 kW. Sur la géothermie collective tertiaire, toujours de surface, on est sur à peu près 1000 projets par an. Et en effet, quand on compare, là c'est une étude d'Observer, quand on compare, par exemple, en 2018, les différentes sources d'énergie pour produire du chauffage, on évoque 3000 packs géothermiques. On est par exemple sur la PAC aéro, on est un peu plus de RR ou RO, on est un peu plus de 500 000 packs vendus. Et on est par exemple sur de la chaudière à gaz, on est à plus de 600 000 au total, que ce soit condensation ou pas. Donc on voit que la marche est encore énorme. Assez, oui. Et si derrière on compare, alors en France on a toujours un peu de retard sur certaines technologies, et on peut comparer notamment ce qui se fait en Suisse, qui est une technologie, notamment la sonde qui a été évoquée par Christophe, qui est très répandue depuis plus de 20 ans. Il faut savoir que voilà, ils vendent eux en Suisse, alors c'est un plus petit pays, donc il faut ramener ça à l'échelle du pays, 240 000 pompes à chaleur aéro et géothermique, et la part géothermie représente 30% de ces 240 000. Comment ça se fait ? Est-ce que les politiques publiques sont plus favorables ? Est-ce que c'est juste une question de démocratisation ? Alors, c'est les deux. C'est-à-dire qu'en Suisse, ils ont en effet tout un syndicat d'énergie qui favorise par canton la géothermie avec des grosses aides, des obligations d'étudier la géothermie sur beaucoup de projets. Ah oui. Et donc, eux étant un pays qui, en plus, en hiver, peut avoir des températures assez basses, forcément, ils sont optés vers des solutions de géothermie où, malgré l'hiver très froid, très rude, on a des coefficients de performance très... D'accord.
C'est peut-être ce qu'il faudrait, non, d'ailleurs, en France, une obligation d'étudier la géothermie, c'est cette faisabilité. Je vois des sourires, c'est clairement le but. Aujourd'hui, c'est ce qui est parfois un petit peu agaçant, je me permets juste de prendre la main. Alors, le particulier qui n'est pas de la profession, je comprends qu'il ne puisse pas être au courant de tout ce qui est accessible sur le marché. Et puis il ne comprend pas, c'est quand même une technologie qui est riche, qui est où il faut comprendre comment ça fonctionne. Oui, mais justement, c'est les différents acteurs du métier, je pense notamment, c'est un petit pic, mais en tout bien, tout honneur, bien sûr, pour nos architectes et nos bureaux d'études fluides, qui très souvent, je pense, auraient la possibilité d'étudier une géothermie, et peut-être par manque de temps ou par manque de connaissances, il faut l'admettre, la géothermie passe à la trappe. Et c'est vrai que quand on est dans un contexte administratif favorable, sur un bâtiment neuf par exemple, ou une grosse rénovation, avec des émetteurs qui s'y prêtent une fois de plus pour de la réversibilité, et des subventions ADEME à la clé, sur tous les projets tertiaires, à l'unanimité, ne pas étudier une géothermie, c'est un petit peu une bêtise. Ne pas la faire pour des questions de retour sur investissement, c'est une chose. Mais maintenant que ne pas donner la possibilité de voir si c'est possible. Et il y a justement un discours qui est encourageant, parce qu'il y a quelques années, on parlait que de retour sur investissement. Maintenant, on parle de bilan carbone. On sent qu'on rentre dans une période charnière et il faut insister sur le sujet, quoi. Voilà. Jean-Louis Bersaïd, oui, je suis parfaitement d'accord. C'est aujourd'hui, en fait, je rencontre souvent des clients finaux puisque nous travaillons au projet et on traite chaque installation comme un projet à part entière avec un installateur. Alors effectivement, il y a les bureaux d'études d'architectes, il y a aussi nos amis installateurs par qui ça passe et qui ont la proximité et qui ont souvent, je dirais, une image très négative de la géothermie, c'est-à-dire c'est cher, c'est compliqué à installer, alors que c'est tout le contraire. Finalement, le retour sur investissement se fait de manière garantie. Alors, il peut être effectivement relativement long si la maison n'est pas très importante, mais ça fait rien, il y en a un. Les clients qui nous ont fait confiance il y a 30 ans, aujourd'hui, ils réinstallent une pompe à chaleur. Ils ont leur capteur, ils ne touchent pas au capteur, ils réinstallent une pompe à chaleur, ils ne se posent même pas de questions. Ils n'avaient pourtant pas d'aide, ils avaient simplement une conviction. Et je dirais qu'aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'il faut qu'il y ait davantage d'évangélisation, enfin on peut même employer ce terme-là. Mais peut-être qu'elle est en cours, puisque l'ADEME et je crois la FPG, vous faites partie de cette initiative. Vous venez de sortir ce site, géothermie avec un s.fr, qui a pour but de sensibiliser, de démocratiser un peu la technologie. Est-ce que vous avez déjà eu un retour ? Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec certains professionnels ? Alors le site géothermie avec un S, c'est en fait une mise à jour faite par le BRGM, donc avec la FPG et l'ADEME. Donc c'est un site qui existe déjà. L'action principale actuelle qui va être mise en place, c'est en fait la mise en place d'animateurs au sein de l'ADEME spécialisés en géothermie, parce qu'en fait sur le territoire français, vous en avez que 2 spécialisés en géothermie. C'est pas beaucoup. Voilà, alors je ne me rappelle plus en bois, mais ils sont une trentaine. Plus d'une quarantaine. Ouais, une quarantaine. Donc là, l'ADEME, avec l'aide de la FPG, est en train de mettre en place ces animateurs. Je crois que dans la région Grand Est, c'est en train d'arriver. Donc on croise les doigts pour que ça soit mis en place. On a aussi c'est un bon signal en tout cas, que l'ADEME veuille... Ouais, tout à fait. Après, l'ADEME regarde au sens large les types d'énergie renouvelable, mais en effet, elle a bien constaté le problème de la filière, et donc on a vu dans ces régions où il y avait ces 2 animateurs que au moins les gens pensaient à regarder la géothermie. Ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup plus de projets, mais en tout cas, voilà, on espère que dans ces différentes régions où l'animateur sera mis en place, qu'on va pouvoir en tout cas inciter, et au travers aussi des SCOT, donc c'est des personnes qui sont référentes pour aussi sortir des projets, notamment un système de regroupage de projets en fait pour des petits projets de petites collectivités qui rentrent pas dans les critères par exemple du fonds chaleur, de permettre de regrouper ces projets-là pour être subventionnables en totalité et après à répartir par projet. Ouais, c'est une très bonne remarque. C'est vrai qu'en plus de l'ADEME, vous avez des régions qui viennent faire des compléments d'aide et ça peut être un très très bon levier, quoi. Je prends l'exemple de la région Hauts-de-France qui vient systématiquement ou quasi systématiquement en complément de l'aide de l'ADEME pour doper la subvention des projets. Et on arrive à des niveaux de subvention qui sont presque systématiquement de l'ordre de 50% sur tout le poste génération de chaleur. Donc ça inclut la partie forage en nappe ou en son, donc la partie captage, jusqu'au raccordement en chaufferie avec toute la partie génération, donc la pompe à chaleur, les ballons, l'hydraulique. Et quand vous arrivez, alors commercialement c'est un discours qui est très simple, 50% de subvention, c'est facile à expliquer.
Et ça améliore nettement le retour sur investissement qui reste quand même un des sujets prioritaires aujourd'hui, quoi. Oui, et puis après, les chantiers sont un petit peu longs. Alors là, il y a des périodes électorales, les municipales, donc peut-être que c'est un peu, on va dire, en stand-by. On espère que ça reprendra. Ça peut peut-être être d'ailleurs une occasion pour certains candidats de jouer la carte verte avec la géothermie. Mais pour le particulier, vous me parliez, là, donc c'est du collectif, quand vous parliez des 50% fonds chaleur, etc. Pour le particulier, imaginons, voilà, je suis propriétaire d'une maison, revenu modeste, j'ai droit à 8 000 euros. De combien il le reste à charge et est-ce que c'est quand même pas un petit peu trop élevé pour des foyers qui ont du mal à joindre les deux bouts? Est-ce que 8 000 euros, ça suffit pour démocratiser la PAC géothermique chez les gens? Alors, de mon point de vue, je pense que c'est un très bel effort qui a été mis en place, mais malheureusement, comme vous l'avez dit, ça reste un complément financier qui est assez conséquent. Et quand on a des revenus qui sont modestes, on pense peut-être pas à mettre la priorité sur son chauffage. On a d'autres contraintes familiales ou autres qui nous obligent, on va dire, à se détourner de ce poste-là. Donc, je pense qu'on est nombreux à penser dans la profession que c'est un bon démarrage, mais il aurait peut-être fallu étudier ou regarder la possibilité de mettre des subventions sur des déciles un peu plus importants. Parce qu'on l'a vu, la majorité des gens qui entament des rénovations de chaufferie sont des gens qui ont des moyens un peu plus conséquents que modestes ou très modestes. Oui, ça, je crois que l'ensemble de la filière de chauffage regrette malheureusement que les 9e et 10e déciles n'aient pas du tout d'aide. Oui. Et puis, il faut bien choisir ses mots, c'est tout. Voilà, c'est ça. Exactement ça. Oui, parce qu'en fait, ces clients-là sont extrêmement sensibles à la notion d'investissement. Et alors effectivement, on peut se dire qu'il reste encore un investissement à faire, mais nous, l'expérience, c'est quand on est face au client final, quand on lui explique bien que c'est un investissement et qu'à vie, il aura bien 75% d'énergie gratuite, ce qui est la plupart du temps la vérité, c'est plutôt entre 70 et 80, mais la moyenne est là, y compris avec des radiateurs, avec une installation existante. Ça veut dire que le client va réfléchir et va se poser les bonnes questions. C'est-à-dire qu'en fait, on parle beaucoup aujourd'hui aussi d'autonomie énergétique. Donc, ça veut dire qu'on franchit un grand pas vers l'autonomie énergétique pour son logement, pour l'avenir. Parce que ça veut dire que ces 25% qu'on a amenés aujourd'hui à l'électricité, on peut tout à fait les envisager dans un deuxième temps avec un complément, avec des capteurs solaires, etc. Ça veut dire qu'on a franchi un grand pas et il est pérenne. Et ça, je pense que c'est... Effectivement, il y a les subventions, et on en a parlé, et c'est très bien. Je pense que ce serait aussi plutôt sur le captage qui fait vraiment la différence. Oui, il faudrait un petit peu plus d'accompagnement, c'est ça, sur le captage? Je pense que c'est ça qui fait souvent la différence, puisque l'aérothermie... elle ne souffre pas de... Oui. Voilà. Et du coup, on voit bien que la différence se fait souvent sur ce poste-là. Et pourtant, c'est ce poste-là qui apporte la sécurité, qui apporte la pérennité, qui apporte le chemin vers le froid aussi, vers le fait de rafraîchir. Donc on sait aussi, on sait ce qui se passe au niveau du climat. Donc on sait que ce sera un enjeu important pour l'avenir. Donc ça veut dire qu'on projette nos clients vers l'avenir et on s'aperçoit finalement que quand on a l'occasion de leur parler, nous en direct ou avec des gens qui... C'est ça, mais c'est très très important ce que tu dis. Quand nous, on peut l'expliquer en direct. Voilà, parce que... c'est pour ça que au-delà des vous n'avez pas communiqué avec eux, ils focalisent... Mais je vais y venir dans mon propos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se focalise beaucoup, et là on le voit, sur les subventions. Moi, je pense que c'est vraiment le déficit de communication qui est vraiment le plus important. C'est pas normal qu'on soit aujourd'hui avec une grande partie de la population, des particuliers, alors on n'a jamais entendu parler, et une grande partie, y compris des professionnels qui ne le proposent pas, si vous voulez. Alors avec des arguments, c'est trop cher alors que c'est pas plus cher que si on se projette sur 30 ans, on l'a dit tout à l'heure. Oui, mais il faut quand même forer, il faut quand même capter, il faut donc des compétences. Oui, ça demande... il faut les je compétences. pense que Jean-Marie a raison, c'est une question de Jean-Louis, pardon, excuse-moi. Dis donc qu'aujourd'hui, l'installateur a une zone de confort et on peut pas lui lancer la pierre. Il fait ce que le marché demande justement, et c'est difficile de trouver un installateur qui pourra avoir un discours aussi sexy qu'un spécialiste en géothermie pour l'expliquer à son particulier. Et c'est vrai que quand on se prend le temps vraiment de rentrer dans le détail, d'expliquer les sujets de pérennité, de rentabilité et autres, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Et parce que
le client, il y a même des arguments très simples qui sont basiques. On parlait tout à l'heure du gaz. Moi, j'ai eu un de mes clients qui m'a dit oui, d'accord, le gaz, mais le gaz, il vient de Russie la plupart du temps. Ouais. On connaît les tensions internationales et tout. Il se peut demain que quelqu'un ferme le robinet. Moi, mon capteur géothermique, il est sur mon terrain. Donc celui-là, il sera chez moi, il sera pour moi, etc. Donc, c'est sûr qu'il dépend de pas grand-chose, voilà, de la c'est terre. Ça. Oui. Voilà. Et là, on sait aujourd'hui, on a suffisamment la maîtrise technique. Les outils sont là, le savoir-faire est là. On est capable d'estimer de manière extrêmement précise la consommation et donc de projeter le client sur, on va dire, 25-30 ans qui viennent. Et ça, je pense que c'est vraiment un devoir, je dis devoir d'information. Alors, la FPG... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous, justement, à la FPG, vous mettez en place des actions, non ? Vous militez pour cette sensibilisation, cette démocratisation ? Alors oui, à la FPG, il y a plusieurs modes d'action. On a des journées avec l'ADEME et le BRGM qu'on a reproduites la semaine dernière à Lyon, où il y avait une centaine de collectivités publiques pour expliquer la géothermie, les bienfaits, avec des retours d'expérience, avec les clients qui étaient là, ils étaient tous satisfaits. Et donc ça, on en a à peu près 4-5 journées comme ça dédiées à la géothermie. Après, il y a d'autres acteurs qui peuvent jouer. Nous, on a mis en place à la FPG des formations architectes pour les sensibiliser en amont, parce que voilà, il faut leur expliquer que même à Paris, on ne croirait pas, mais il y a beaucoup d'installations de géothermie en plein cœur de Paris. Donc c'est finalement plus une contrainte de forêt. Oui, je crois, à La Chapelle, ils sont en train de prévoir pareil un nouveau... On est en train d'intervenir à La Chapelle, justement. Voilà. Le forage avance bien. Donc voilà, on étudie pas mal de choses, il y a beaucoup de projets. Après, c'est rentrer dans les mœurs de se projeter, comme le dit Jean-Louis, sur la durée de vie d'un bâtiment. Les gens, quand ils achètent, il y en a qui revendent au bout de 5 ans, mais pas tous. Et même s'ils revendent au bout de 5 ans, ça revalorise le bien. Et c'est ce qui manque en France. Typiquement, je vais donner le cas du tertiaire, par exemple, ou du collectif. À part les bailleurs sociaux, par exemple, sur le logement, un promoteur construit, vend moins cher. Il y a eu des sujets sur le panneau solaire thermique qui étaient mis en place pour respecter la réglementation, mais pas forcément raccordés au logement. Pareil sur le tertiaire. Le tertiaire, on est en système de VFA, c'est-à-dire qu'un promoteur construit un projet, il l'a vendu avant même d'avoir lancé la première pierre. Donc derrière, à part chercher de la certification, il n'a pas d'intérêt à mettre plus d'argent dans le système. Et c'est en train d'être mis en place grâce à la RE 2020 qui incorpore ce sujet carbone qui est donc prédominant dans la géothermie, parce qu'on divise par 4 ou 5 les consommations d'énergie, donc c'est des émissions de carbone en plus, en durabilité, etc. Donc on joue sur pas mal de critères. Et on voit les projets qui sortent en prévision de CART, on part beaucoup en géothermie. Donc la RE 2020, pour vous, c'est une bonne chose ? C'est une bonne chose. Après, on peut faire mieux. Il y a des pour et des contre. L'objectif, c'est à un moment donné de regarder, imaginons qu'on est comme un peu les Américains, avoir de l'aéro un peu partout, qu'en plein été, à 40, il y a tous les ventilateurs qui se mettent en route avec le bruit plus la source de chaleur en plus. En effet, et puis la tension sur le réseau électrique, il faut en parler aussi, bien évidemment. Ouais. Et donc, il faut aller jusqu'au bout des choses. Il faut en effet pouvoir diffuser. Donc, il y a certains acteurs de l'énergie qui commencent à se tourner vers on va dire, le 100% vert en 2030-2050. Donc, on espère que ça va lancer le sujet pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est forcé au travers du Grenelle, parce que pour l'instant on en est très loin. Quand tu dis 100% vert, Jean-Louis, ça me fait penser à quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Chez le particulier, la géothermie qui sera mise en place couvre quasi systématiquement l'intégralité des besoins. On travaille sur un seul générateur. Alors que pour les projets tertiaires, on n'hésite pas à couper la géothermie avec une deuxième solution, notamment comme quoi ? Comme le gaz par exemple. En fait, la géothermie, ce qui est intéressant, c'est de regarder la couverture des besoins par rapport à la puissance qui est installée, quitte à définir un point de bivalence pour faire un appoint justement avec une chaudière gaz condensation ou autre, quoi. Donc on n'est vraiment pas fermé, on va dire, au couplage des énergies. Le but, c'est d'atteindre un bilan carbone qui est globalement positif, quoi, globalement bon. Dernière question que je vais vous poser à tous les trois. Alors, est-ce que 2020, ce sera l'année de la PAC géothermique ?
Vous êtes prêts ? Toujours, à fond. Nous, on est plus que prêts. Si vous voulez, toute la profession est prête. La solution est mature, elle est prête à être déployée massivement sur tout le territoire. Il faut juste, comme dit, gagner en communication et en volonté. Eh bien, merci à tous les trois. Un dernier mot, peut-être, Jean-Louis Bersaïtz ? Non, mais je dirais la même chose que Christophe. En fait, aujourd'hui, ce qui est rageant, c'est que les technologies sont matures. Parce qu'on parle, c'est plus des nouvelles technologies, je répète, on en fait depuis 40 ans, et elles sont matures, on maîtrise bien la durée de vie des capteurs, donc c'est quelque chose qui est facile à mettre en œuvre, et c'est ça qu'il faut, c'est vraiment cette image qu'il faut véhiculer, puisque 9 fois sur 10, et chez les professionnels, on a ce discours du c'est compliqué, c'est cher, alors que finalement, c'est très simple, c'est pérenne, c'est durable, donc c'est que du bonheur pour ceux qui les installent chez eux. Oui, et puis peut-être l'erreur à ne pas commettre, c'est d'appeler un thermicien, alors qu'en fait, pour faire de la géothermie, les mieux placés, c'est quand même des bureaux d'études en hydrogéologie, tout de même, non ? Pas que. Pour faire une petite analogie, en fait, une pompe à chaleur, c'est un frigo qui est en inversion. Il faut s'imaginer que le radiateur que vous avez derrière, le frigidaire qui est souvent un peu chaud, vous le mettez dans le sol. Donc c'est pas plus compliqué que ça, la géothermie. Il y a différents types de géothermie. Donc en effet, sur du petit projet, on va plutôt être sur des collecteurs type géothermie horizontale ou sonde. On vient faire un forage de 100 mètres linéaires, on couvre 100% des besoins d'une maison de 100 mètres carrés. Ça prend 2 jours de chantier. Il n'y a pas de sujet. Nous, la plupart du temps, sur du particulier, on n'intervient pas parce qu'en fait, c'est des ratios, etc. Après, sur du collectif ou du gros collectif, là, il y a un peu plus de dimensionnement. C'est là où il y a un petit peu besoin de bosser avec vous. Tout à fait. Mais en soi, c'est vraiment pas compliqué. Il faut vraiment avoir l'image du réfrigérateur. C'est pas plus compliqué que ce système-là. C'est aussi simple, une PAC géothermie chez soi qu'un réfrigérateur, et ça dure aussi longtemps. Même parce plus. Que la durée de vie du bon frigo. Alors aujourd'hui, c'est vrai, ça dure une quarantaine d'années. Bon, nous, on est sur des durées de vie aujourd'hui comparables. En fait. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Ce podcast, On réinvente l'eau chaude, est disponible sur le site internet de génieclimatique.fr. Et bien évidemment, vous retrouvez notre dossier sur cette résurrection annoncée de la PAC géothermique dans le numéro de Génie Climatique Magazine de février. Merci. Merci à vous. Merci. Vous venez d'écouter On réinvente l'eau chaude, le podcast des installateurs par Génie Climatique Magazine. Retrouvez Génie Climatique Magazine sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et Twitter.